Y en a-tu des buzzwords là-dedans? Donc, bienvenue. Mon nom, c'est Jimmy Perron. En fait, aujourd'hui, on veut aborder le thème de la ville intelligente sous les aspects de la cartographie des objets connectés. Donc, c'est vraiment des beaux buzzwords, justement, comme j'en parlais. Des objets connectés, on appelle ça comme ça depuis à peu près 4 ans, 5 ans peut-être. Dans notre vieux temps, on appelait ça de la télémétrie, du gestion de flotte, du suivi GPS, des senseurs. Bon. Donc aujourd'hui, objets connectés, ça rassemble tout ça. Ville intelligente, un autre beau mot qui est super à la mode, mais qu'est-ce que c'est, une ville intelligente? Donc, une belle citation de Wikipédia pour dire simplement que c'est une zone urbaine qui utilise des appareils électroniques pour améliorer les services des citoyens. Au final, c'est ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est vraiment l'angle de comment on va utiliser ces senseurs-là dans une ville pour améliorer quel type de service. Parce que la ville intelligente, c'est beau, mais il y en a des services dans une ville, vous êtes tous au courant. Sécurité publique, transport, matières recyclables, gestion des infrastructures, les routes. Aujourd'hui, je vais focusser sur un use case vraiment sécurité civile. Donc, où ce qu'on a fait avec des villes partenaires étant d'intégrer des senseurs de niveau d'eau des rivières pour alerter les citoyens en temps réel. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, quel type d'informations on recueille, comment on la gère, comment on la diffuse et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, les enjeux d'une ville intelligente qui veut utiliser des données dans un contexte géospatial. Évidemment, ça nous prend de la cartographie. Les villes en ont à revendre. Des senseurs, ça, c'est moins évident d'aller les chercher et les exploiter. Il y a tellement de technologies, tellement de choses. Et des processus. Donc là, ça, c'est peut-être l'aspect le plus compliqué. La cartographie, on en a, ça fait 30 ans, 40 ans que la ville en fait, il n'y a pas de problème, on a tout ce qu'il faut. Les senseurs, un peu moins, mais on peut se débrouiller. Côté des processus, ben là, c'est là qu'il y a un travail à faire pour dire, bon, ben, je fais quoi avec ces données-là? De quelle façon on les transmet, on les stocke, qu'est-ce qu'on fait, comment on les rend pour améliorer, justement, qu'est-ce qu'on veut comme processus ou comme service aux citoyens. Donc, ça prend un système ou des façons de faire qui englobent tout ça. Donc, justement, le cas réel que je veux vous présenter, l'objectif au final, c'était vraiment d'automatiser les campagnes d'appel aux citoyens selon le niveau d'eau des rivières à proximité. Donc, l'objectif, c'était vraiment ça, de dire, bon, ben moi, j'ai un plan d'eau, j'ai des citoyens qui restent là, dans une certaine zone géographique, on installe des bornes pour mesurer les niveaux d'eau. Quand ça monte, ben là, je veux appeler mes citoyens pour les avertir qu'ils sont dans une veille d'alerte d'inondation, pour qu'ils se préparent et qu'ils fassent ce qu'il y a à faire pour la prévention. Donc, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça donne au final en disant « Ouais, mais ça peut être dangereux, on ne veut pas de fausses alertes, on veut pas… Il faut faire attention de ne pas surcharger le citoyen d'alertes inutiles, parce que, surtout dans des cas de sécurité civile, parce qu'après ça, il ne nous croit plus. Donc, mais il y a quand même beaucoup d'avantages quand on le fait correctement. Moins de territoire à couvrir. Donc, vous le savez, le printemps au Québec, c'est compliqué. Il y a beaucoup de plans d'eau, la fonte des neiges, les précipitations, beaucoup les gens des environnements, les gens des villes, des MRC, la sécurité civile, tout le monde se promène, tout le monde veille à ce que le territoire soit bien couvert pour être en mesure de rien rater s'il y a un niveau d'eau problématique à quelque part. Donc, si on est capable d'amener des outils, des senseurs qui peuvent nous aider à couvrir un peu moins de territoire manuellement et de le faire automatiquement, bien, on va sauver. Les temps de réaction, si on peut justement utiliser ces senseurs-là, pas attendre que le territoire soit couvert, d'appeler mon monsieur de sécurité civile qui fait une communication avec une communication de presse, que ça passe par le service des communications, qu'on dit bon. Donc, ce qui est important, dans le cas qui nous concerne ici, c'était une communication qui était préventive et rapide.
Donc, ce que les villes avaient développé, c'était vraiment à l'aide d'un automate d'appel automatisé, 3 types de messages pour dire, bon, ben, écoutez, le niveau d'eau a grimpé à un niveau problématique, c'est pas grave, mais préparez-vous. Ensuite, un deuxième message pour dire on est en veille d'alerte, donc c'est possible que si le niveau d'eau continue d'augmenter, il y ait une évacuation. Et le troisième niveau est vraiment un niveau d'alerte où là, on a les évacuations, c'est des messages d'évacuation directement. Et les autres avantages d'utiliser des systèmes qui nous permettent d'intégrer ces processus-là, c'est tout le suivi. Donc, ce qu'on veut, c'est un suivi temps réel de la situation. Est-ce que l'eau continue de monter? C'est quoi la variation sur 1 heure, 2 heures, 24 heures de mon niveau d'eau? Lorsque j'ai lancé ma campagne d'appel aux citoyens, on est rendu où? Est-ce que tout le monde a été rejoint? Est-ce qu'il y a un quartier qu'on n'a pas été capable de rejoindre? Est-ce qu'il y a des gens problématiques dans leur résidence qui ont besoin d'aide? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les avantages d'utiliser ces systèmes-là, c'est vraiment, justement, la surveillance, les temps de réaction plus rapides, le suivi. Donc, on veut intégrer ça dans des processus. Intégrer ça dans des processus, première étape, cartographie. Donc, il faut intégrer une cartographie. Là, ici, je pense que j'apprendrai rien à personne comment intégrer une cartographie pour faire une diffusion dans un système. Donc, on prend notre carto, on l'intègre, voilà. La particularité, maintenant, ce qui est le fun, ce que vous avez vu justement aujourd'hui, puis hier et aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer une cartographie qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus live. On fait voler des drones, on fait voler des avions pour avoir nos photos aériennes. On est capable de venir mapper ça rapidement maintenant avec les outils qu'on dispose. La photogrammétrie s'est améliorée. Donc, maintenant, ça nous prend des outils qui sont capables d'intégrer tout ça, d'intégrer les objets connectés, d'intégrer de la carto, intégrer tout ce qui vient des drones et nous livrer une information qui est juste, précise et rapide. Les senseurs qu'on a utilisés pour ce projet-là, c'est les senseurs d'hydrométéo. Donc, des senseurs autonomes qui sont installés justement à différents endroits. Bon, je pense que sûrement certains en ont dans vos municipalités. Vous avez déjà vu ce genre de senseur-là. Donc, on va venir se connecter à ça. Et ensuite, ce que je parlais, l'automatisation. Donc, l'automatisation, c'est de déterminer des processus, configurer nos règles qui vont venir implémenter ce processus-là. Un processus. Donc, bon, mon niveau d'eau atteint ma veille d'alerte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avertis mon monsieur de sécurité civile? J'envoie un email à mon directeur des travaux publics pour telle région? Est-ce que j'avertis mes citoyens tout de suite? Qu'est-ce que je fais? Donc, il faut que la ville détermine ses processus. Ça, évidemment, ce n'est pas nous qui faisons ça. On peut aider à, justement, les mettre en œuvre, mais il s'agit vraiment à la ville de déterminer exactement qu'est-ce qu'elle veut faire lorsqu'une situation arrive dans un certain contexte. La visualisation en temps réel, ça, on en parlait un peu tantôt, c'est tout l'aspect suivi, ça c'est important. Et dans ce cas-là, on avait l'automatisation des appels. Pour l'automatisation des appels, on a utilisé l'automate d'appel de Summum Communication, que beaucoup de villes ont dans les services de sécurité civile aussi au Québec. Donc, on est branché. Donc, vous voyez un peu le topo. On a nos bornes, on a un système central qui gère tout ça, qui intègre les processus, la carto et tout, et on a notre automate d'appel qui nous permet de faire des diffusions, d'envoyer des mails, des SMS, de rejoindre les citoyens, avec un suivi en temps réel de la situation. Objet connecté, c'est aussi un téléphone. Donc, on ne peut pas passer à côté de ce qu'on a dans les mains à chaque jour. Il faut en parler quand on parle d'objets connectés. On peut bien dire, ah oui, les senseurs de ci, les LoRa, les Sigfox, les n'importe quoi, mais on a tous un cellulaire dans les mains. Donc, un objet connecté, c'est aussi un cellulaire qui nous permet d'envoyer de l'information, de collecter de l'information. C'est un outil très puissant que, justement, les villes commencent à utiliser. On a vu l'exemple des nids de poules pour différentes municipalités qui font de la collecte sur le terrain. Donc, c'est aussi valide
dans le domaine de la sécurité civile, dans le domaine des travaux publics ou dans tous les services qu'une ville peut offrir à ses citoyens. Donc, une application qui vous permet de collecter des informations sur le terrain qui s'en va directement sur la carte et un processus d'affaires qui est relié à ça. Exemple, j'ai pas nécessairement de borne de niveau d'eau à certains endroits, effectivement, parce que ça coûte cher. Donc, j'en mets pas partout. Mais je fais ma surveillance manuelle. Donc, j'ai mon application, je pars et là, je vais taguer mes niveaux d'eau manuellement. J'ai ma belle chaîne, puis je m'en vais, puis je mesure. Puis là, je mets ça dans mon application. Ah ben, rivière Bois-Châtel, 25 cm. Et là, dans mon processus en arrière, bien, à chaque fois, ça c'est tout en temps réel. Donc, à chaque fois que j'ai un niveau d'eau entré manuellement avec une application de collecte, bien, les processus se mettent en branle. Donc, j'ai des règles qui vont dire, OK, si dans telle zone, mon niveau d'eau dépasse telle valeur, oh, là, voici, j'ai une situation potentiellement d'urgence de niveau 1, donc voici ce que j'ai à faire. Donc, il y a moyen d'automatiser avec une application mobile, avec des senseurs sur le terrain, des choses. Il y a des choses vraiment le fun à faire avec ça. Ceci étant dit, et là, c'est le défi de la démo. Ce n'est pas un grand défi, c'est une vidéo. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est vraiment le processus en soi, de quelle façon on va l'exploiter, de quelle façon on va l'intégrer. Donc, on a un système cartographique sur lequel on va se créer une nouvelle carte, tout simplement. On va la nommer. Donc, ville, inondation, alerte, peu importe. Donc, toute l'intégration de cette carte-là peut se faire directement par les gens de la ville, les gens qui s'occupent de la sécurité civile, sans intervention nécessairement trop complexe des gens de TI. J'adore les gens de TI, mais ils sont très occupés. Donc, l'idée est d'utiliser justement un outil, par exemple, comme celui-là. Et là, on va venir ajouter nos informations géographiques qui vont nous permettre de prendre des meilleures décisions. Donc, on a une série de couches qu'on peut ajouter. Donc, par exemple, la première couche que je vais ajouter là, c'est un vol qu'on a fait la semaine dernière sur la rivière Montmorency à Québec. On a des drones au bureau, donc on s'est dit, on va aller faire un petit vol dans les zones inondables pour avoir un topo exact de la situation. Donc, c'est un outil extraordinaire. Si vous êtes capable d'utiliser cette puissance-là pour aller cartographier quasi en temps, disons pas en temps réel, mais d'avoir une cartographie qui est claire de vos zones inondables en temps d'inondation à quelques heures. On fait voler le drone et quelques heures plus tard, les données sont disponibles. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce genre de technologie-là. Donc, on voit, je vais vous montrer un peu vous connaissez tout ça, mais c'est la qualité des données que ça nous donne. Donc, ça nous donne une information visuelle qui est vraiment importante en temps de crise. Par la suite, on va aller mapper tout ce qui est données vectorielles. Donc, évidemment, on a un outil, on veut mettre de la carto là-dedans. Donc, on met de la carto vectorielle, on va mettre des couches matricielles. Comme là, ce qu'on vient mettre, c'est les zones inondables de la Ville de Québec. Donc, les villes ayant ces données-là, et maintenant, l'open data devient très populaire.
Donc, on va venir superposer toutes nos couches vectorielles pour avoir une idée claire de « ouais, ben là, je suis vraiment dans ma zone inondable de la rivière Montmorency, on est dedans. » Donc, idée claire de la situation avec une carto qui est performante, qui est live, qui est le fun, qui n'est pas trop compliqué à utiliser. C'est ça qui est le fun. Mais là où c'est encore, là où ça devient important, c'est d'ajouter nos objets connectés, parce que c'est ça l'objectif. Une carto, les shapefiles, un raster, je pense que ça va pour tout le monde. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est se créer des connecteurs vers différents types d'objets. Et là, ça va dépendre, évidemment, il n'y a pas de standard établi, même si, oui, ça s'en vient, là, MQTT, le CoAP, les Sensor API de l'OGC. On tente, évidemment, d'avoir certains standards dans le domaine du IoT, des sensors et tout ça, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Ça va émerger, ça va venir, mais là, on est pris à faire des connecteurs assez spécifiques pour les types de devices qu'on a. Donc, dans ce cas-là, on s'est fait des connecteurs pour Hydro-Météo, donc pour les stations, les bornes de stations d'élévation de l'eau. Ces bornes-là ne nous transmettent pas de position GPS. Donc, il n'y a pas de GPS dans la borne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient les positionner manuellement sur la carte. Donc, on sait où on les a installés, j'espère, et on vient les positionner. Donc, une fois qu'on a positionné nos bornes, on peut jouer avec, c'est super le fun. Mais une borne, ça nous donne des informations. Un senseur, je ne sais pas si vous avez joué un peu avec ça, là, ça nous envoie à peu près 10 000 informations inintéressantes et 2 qu'on veut. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mapper nos données. Donc, on dit, bon, ben moi, ce qui est important pour moi, c'est mon niveau. Je ne veux pas avoir le numéro de modèle du chip dans la borne, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, ce que je veux, c'est ma variation du niveau d'eau sur 3 heures. Ça aussi, c'est important pour moi parce que dans mon processus d'affaires, cette valeur-là, je vais l'utiliser. Et mon identifiant de borne. Donc, ça aussi, c'est le fun à avoir. Donc, une fois qu'on a filtré nos données et qu'on les a mappées, excusez l'expression, on peut ajouter, il faut ajouter à nos bornes des propriétés, disons, fixes. Parce que là, des bornes, je peux en avoir une dizaine, je peux en avoir 20. Et je ne veux pas me faire un processus d'affaires pour chaque borne, parce que la calibration est vraiment importante. Donc, je viens ajouter mes valeurs pour chaque borne en disant, bon, bien, ma veille d'alerte 1 pour cette borne-là, c'est 95 cm. Ma veille d'alerte d'inondation, c'est 96 cm. Et pour l'autre borne, ce n'est pas 85, elle a été calibrée différemment, donc on est à 105 cm ou 106 cm. Donc, par la suite, je vais accélérer un petit peu. On vient créer notre processus d'affaires. Et là, on vient lier tout ça. Comment on vient lier tout ça? Bien là, ce qu'on veut dire, c'est dans une couche, pour toutes mes bornes, si mon niveau atteint mon seuil d'alerte 1 que je viens de configurer, bien, voici ce que je fais. Donc là, mes actions, c'est appeler mes citoyens avec la zone préétablie d'intersection que j'ai fait. Évidemment, ça me prend une couche en arrière avec mes numéros de téléphone et mes informations avec la base de données. Et avec l'automate d'appel de Summum Communication, lorsque la borne atteint le niveau d'eau, automatiquement, la zone intersectée est envoyée à l'automate d'appel et les appels sont automatiquement faits aux citoyens pour leur délivrer un message préenregistré. C'est un outil qui a été testé, qui a été mis en opération cette année. Heureusement, qui n'a pas été utilisé. Donc, vous voyez, il y a différentes actions qu'on peut faire. On peut changer le style de la carte pour avoir une visualisation temps réel lorsque les bornes modifient leurs valeurs et que les niveaux d'alerte sont atteints. Nos zones qui sont appelées vont changer de couleur. Et petit à petit, nos pastilles vont apparaître pour dire que tel cadastre a été appelé,
telle adresse est rouge et jaune et verte, dépendant si ça a été rejoint, pas rejoint ou on a pogné désolé. On a atteint un répondeur, on n'a pas réussi à rejoindre la personne. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. En fait, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment le lien entre cartographie, objets connectés, information en temps réel et surtout les processus d'affaires d'une ville pour la sécurité civile. Et ça, si vous avez des questions, on est rendu là. C'est une très bonne question. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un environnement de développement de staging sur lequel on va mettre des faux appels. Donc, des faux appels, on a des numéros stagés sur lesquels on appelle et avec Bell ou avec les compagnies de communication, on est capable de se faire envoyer une réponse avec des numéros, des fake numéros, là. Donc, à ce moment-là, ça, c'est de la façon dont on fonctionne en développement. Quand on est en staging, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle les gens de la ville. Donc là, on fait vraiment des tests précis avec les gens de la ville, mais là, on les appelle eux. Évidemment, on n'appelle pas de la population, parce que les tests de charge ont été faits avec les faux numéros. Et là, on appelle les gens de la ville pour vérifier que le message est bon, que le ton n'est pas trop... que le ton n'est pas alarmant, ou que puis là, les gens de communication peuvent valider les messages et tout ça. Et par la suite, on met ça en opération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci encore une fois, M. Perron. Juste pour